Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu Europe in Turmoil 2 publié par Compass Games en 2024. Dans cette vidéo, on va voir les différences avec Europe in Turmoil 1. Alors, ça c'est sorti au moment où j'enregistre cette vidéo-là, ça vient de sortir, ou presque, 2024, sorti cette année. La suite de Europe in Turmoil 1 par le même designer chez le même éditeur, c'est-à-dire Compass Games. Un card-driven game extrêmement similaire à l'autre. Fait que si vous aimez encore là Twilight Struggle 1989, Prélude to Rébellion, peut-être même, si vous aimez les card-driven games à deux, c'est sûr et certain que vous devez jeter un coup d'œil de ce côté-là. C'est la suite logique, c'est la suite chronologique. Le premier jeu nous faisait commencer un petit peu avant la Première Guerre mondiale, puis bien souvent se terminait avec la Première Guerre mondiale comme telle. Puis celui-là, ben, comme l'indique le sous-titre The Interbellum Years, c'est l'entre-deux-guerres, le temps d'une paix, comme un bon vieux téléroman québécois, 1920-1939. Puis c'est drôle, ben, j'enregistre cette vidéo-là pas longtemps après avoir fini la playlist de Weimar. Puis ça couvre exactement ou presque là, la même période dans le temps. Fait que c'est toujours le fun aussi de jouer à différents jeux historiques dans la même période, mais focusé. Bon, dans ce cas-là, on est beaucoup plus macro, si on veut. On est beaucoup plus à l'échelle mondiale ou presque. Là. C'est l'Europe encore, comme le nom l'indique, là, tandis que dans Weimar, on est vraiment focusé au niveau de l'Allemagne. Alright, fait que dans cette vidéo-là, ça assume une connaissance de base des card-driven games à deux, puis même, je dirais, là, une connaissance de Europe in Turmoil. Fait que vous avez tout ce qu'il faut sur la chaîne là, pour vous mettre à niveau, là. Mais dans cette vidéo-là spécifiquement, je vais vous expliquer les différences entre Europe in Turmoil 1 puis Europe in Turmoil 2. Puis je vais essayer de me tenir tranquille par rapport à mon opinion vis-à-vis de ces changements-là pour que je vais mettre dans une deuxième vidéo qui va être mon opinion globale du jeu en fin de compte, là. Première différence, il n'y a plus de cartes de stabilité. Dans Europe Interboil 1, chaque joueur avait un deck de 10 cartes de stabilité. Puis quand une scoring card était joué, chaque joueur jouait une de ces cartes de stabilité. Puis là, on implantait l'effet avant de faire le scoring. Maintenant, ça vous est rappelé de toute façon sur chaque carte de scoring. Le joueur qui joue la carte de scoring peut faire un support check avant qu'on score le pays. Puis la valeur du support check va changer. Par exemple, en Italie, c'est un hop, en France, c'est deux hops, en Allemagne, je pense que c'est trois hops, puis ça varie. Là. Puis là, après ça, ça vous le rappelle sur la carte. Là. Fait que faites un support check dans ce cas-là pour la France de deux hops dans une space en France ou un pays indépendant qui est adjacent, puis ensuite on fait le scoring. Là. Puis vous avez même là, des petits reminders de quels événements peuvent affecter le scoring, dans ce cas-là, en France, encore une fois, là, pour pas qu'on les oublie. Là. Des fois, si on joue plein d'événements, on garde les cartes sur le bord du board, style, puis là, on s'y perd. Là. Fait que là, ça vous est rappelé sur la carte de scoring. L'autre chose que vous avez peut-être remarqué, si vous faites un tour là, de la map, là, il n'y a plus d'icônes là, pour dire, je sais pas trop, là, des worker space, puis des church space, puis des trucs comme ça. Là. Il n'y a plus d'icônes pour caractériser, si on veut, chaque space. Vous avez maintenant des battlegrounds, comme c'est le cas dans tous les jeux de ce type-là. Et il n'y a que les spaces, dans le fond, coloniales qui ont gardé une nomenclature, mais c'est plus sous forme d'icône maintenant, c'est sous forme de petits libellés là, dans un rectangle noir en dessous de la space. Fait que ça va être référé par rapport à certaines cartes. Sinon, ben, vous allez avoir le nom de la space, par exemple, rajouter des SP à Rome, ben, Rome va vous être mentionné plutôt que de dire dans une church space, par exemple, en Italie ou whatever. Fait qu'il y a plus ça. On a ditché ces icônes-là puis ces types de space-là. On a gardé que les spaces coloniales, puis étant donné qu'on a juste gardé eux autres, puis il n'y a pas de nécessité nécessairement d'avoir des icônes, fait qu'ils ont décidé là, d'y aller. Puis il y a certaines spaces coloniales qui sont aussi des battlegrounds, comme l'Égypte ici. Puis fait qu'eux autres ont les deux libellés en dessous. Une nouvelle mécanique assez significative, c'est la présence d'extrémistes. Bon, d'abord, là, je suis parti sur les chapeaux de roue, là, mais le jeu oppose maintenant, dans Europe Interball, je pense que c'était le libéral contre l'autoritarian. Maintenant, c'est la gauche contre la droite.
Fait que la gauche en rouge, la droite en bleu. C'est comme ça, dans le fond, là, les gauchistes contre les droitistes. C'est comme, c'est assez dur de donner un rôle aux joueurs dans cette espèce de truc-là qui dure pendant 20 ans, genre entre deux guerres puis tout ça, là, mais l'auteur a décidé de se positionner comme ça. Donc là, il y a la notion d'extrémiste. Chaque joueur a accès à 15 extrémistes qui sont représentés par des petits cubes ici de leur couleur, puis qui peuvent être disposés dans les spaces. Il y a un placeholder ici pour chaque space. Fait qu'on voit par exemple que Magdebourg, c'est pas évident dans Vassal, puis je pense que c'est pas évident en face à face non plus. Là. Les cubes se perdent peut-être un petit peu dans le design graphique, là. Mais bref, on voit que Magdebourg a un extrémiste en ce moment, puis l'URSS a un extrémiste de droite, je devrais dire, puis l'URSS a un extrémiste de gauche. Puis bon, il y a une limite physique de 15 par joueur, ça peut pas être dépassé. Puis essentiellement, les extrémistes vont vous donner un bonus pour vos support checks qui sont dans la space ou adjacents. Puis ils vont donner un malus aux support checks de l'adversaire qui sont dans la space ou adjacents. Fait que, par exemple, Magdebourg ici, si je suis le joueur de droite puis que je décide de faire un support check à Berlin, j'ai plus un parce que je contrôle Magdebourg, j'ai plus un parce que j'ai un extrémiste adjacent à Magdebourg. Par contre, l'extrémiste gauche à Berlin me donne un moins 1. Fait qu'au final, j'aurai un plus 1, plus ma carte, moins le double de la stabilité. Là, ça ne change pas. Là. Fait que voilà pour les extrémistes. L'autre chose, fait que la grande majorité du temps, vous commencez avec un certain nombre d'extrémistes. Je pense qu'en plus des SP, vous en ajoutez dans le setup, mais je ne suis pas certain. Mais la grande majorité des extrémistes vont venir via des cartes qui vont dire, admettons, ben, ajoute deux extrémistes en Allemagne, dans des spaces où est-ce que tu as de l'influence ou peu importe. Fait que la majorité des extrémistes vont venir en jeu via ça. L'autre façon, un petit peu plus rare quand même, qu'on va aller chercher un extrémiste, là, au niveau du support check, l'auteur a gardé le fait que même si vous roulez 6 sur votre dé, puis vous avez joué une grosse crise de cartes, puis que vous aviez plein de bonus, puis tout le kit, quand vous faites un support check, par exemple, je fais un support check, on va prendre un petit exemple simple, là, mais... mettons, je suis le joueur de droite, là, puis je fais un support check à Albanie avec une carte de 3. C'est très overkill, là. Fait que puis je roule 6, 3 plus 6, ça fait 9. Moins le double de la stabilité d'Albanie qui est vraiment ridicule, donc moins 2. Fait que ça me donne 7 au total. Fait que tu sais, 1, j'enlève ça. Puis dans beaucoup de jeux, 2, je ferais ça. Puis là, après ça, 3, 4, 5, puis je viendrais piler de l'influence, là, Sodo, sur Albanie. Là, c'était comme ça dans Europe in Turmoil 1. Vous pouvez jamais dépasser la stabilité du pays quand vous faites ça. Fait que là, même malgré mon rôle fumant, puis la quantité de ressources que j'ai mis là-dedans, là, je vais topper à 1. Sauf que là, maintenant, la présence d'extrémistes fait en sorte que je prendrais un de mes extrémistes de droite, puis je viendrais le colisser ici. Alors, c'est cool parce qu'il protège à la fois Albanie, il contribue à protéger Albanie, puis il peut me donner un bonus aussi si je décide de faire un support check à Apulia ou en Grèce ou en Bosnie. OK? Fait que quand vous avez tout torché l'influence de l'autre dans une space suite à un support check, quand vous avez à côté la stabilité du pays avec le support check, puis qu'il vous en reste encore de l'amour à donner, ben là, vous allez colisser un de vos extrémistes ici. Puis si jamais vos 15 extrémistes sont placés, c'est pas un problème, vous pouvez en prendre de d'autres spaces, puis les déplacer quand on vous donne l'instruction d'en placer un, autrement dit. Peut-être à cause de ça, les support checks maintenant, c'est un par carte. Fait que Europe Interboil 1 comme 1989, si vous décidez de faire des support checks avec les hops de votre carte, vous avez droit à deux support checks. Maintenant, c'est un seul support check par carte dans Europe Intermoil 2. Il y a un nouveau concept, ça c'est la piste des points de victoire qui s'appelle, en tout cas, on va la dire de façon bizarre, mais on va revenir là-dessus, qui s'appelle le power finalement là-dedans. Là, c'est correct, là, c'est l'équivalent des points de victoire. Ça va à 20 d'un bord, 20 de l'autre, victoire automatique quand vous arrivez à 20 de votre bord. Mais là, on remarque un nouveau marqueur maintenant ici, qu'on appelle le marqueur de modération. Alors la modération a bien meilleur goût. Ça part à 10 pour le joueur de gauche, 12 pour le joueur de droite. Plus c'est haut dans votre camp, plus c'est bon. Plus ça veut dire que vous faites preuve de tempérance et de modération. Justement, la majorité des événements, par contre, vont avoir tendance à baisser votre modération. Dès qu'il y a un événement, qu'on lit l'événement, on dit ah, c'est chiant ça. Mais souvent sur l'événement, ça va être écrit vous réduisez votre modération de 1, là, parce que là, vous avez commencé à prendre des mesures un petit peu plus drastiques, puis qui commencent à froisser un petit peu plus l'autre camp.
Fait que ça va bouger, principalement à la baisse, des fois à la hausse. Mais le point ici, c'est que si jamais un jour le power de votre barre est plus haut que votre modération, comme c'est le cas ici, là, fait que là, la modération du gauchiste est à 7, mais le power est à 8, ben, tant que la situation demeure, le joueur de gauche a moins un up sur toutes ses fucking cartes. Sur toutes ses fucking cartes. Alors là, c'est imaginer thématiquement là, que là, le monde commence à regarder ça et dire ouais, la gauche exagère en tabarnak, là, puis ils ont eu des gains, puis c'est correct. Mais là, les gens commencent à être un petit peu plus, je sais pas, nerveux ou en tout cas réticents à les aider. Fait que là, vous souffrez de ça. Fait qu'évidemment, plus votre modération est haute, plus vous pouvez vous permettre d'amener le power de votre base sans conséquence. Mais plus votre modération est basse, plus vous allez souffrir de cette pénalité-là rapidement. Puis là, tu sais, si on joue du scoring card, puis le joueur de droite, dans ce cas-là, score 4 VP, puis le marqueur de power arrive ici, oups, là, OK, c'est correct, le joueur de gauche n'a plus la pénalité. Fait que c'est très dynamique, fluide, ça arrive en cours de tour, ce style d'affaire-là. Puis ça punit quelqu'un qui a plus de VP qu'il a de modération au final. Ces pénalités-là sont appliquées systématiquement, sauf quand vous faites avec vos opérations du réarmement, qui est l'équivalent encore là de Space Race, Tiananmen, Square, Naval Race dans Europe Intermoil 1. Là. Quand vous faites du réarmement, là, vous avez droit à tous vos ups. On est bully ou on ne l'est pas. Là. Fait que quand on est belliqueux, c'est correct pour faire du réarmement, mais si vous faites n'importe quoi d'autre, placer du support, faire des support checks, là, vous allez avoir la pénalité. Il y a encore une traque de tension avec toute la même affaire. Si elle la cote à zéro puis vous la faites descendre, vous avez des VP ou du power en plus. Puis quand elle monte suffisamment haute, ben là, il y a une chance que la Deuxième Guerre mondiale, cette fois, trigue. Il n'y a pas deux tracks maintenant, puis il n'y a pas d'histoire de jet de crise avec des marqueurs d'événements qui vont venir se colisser sur ce track-là. C'est vraiment un marqueur de tension qui va évidemment surtout monter. Puis quand il arrive à cette case-là, dès qu'il bouge sur une de ces cases-là, où est-ce qu'il y a un plus là, dessus, là, le joueur qui vient de le faire bouger là roule un dé, ajoute la valeur qu'il y a là, puis si le résultat est supérieur à 6, bing, Deuxième Guerre mondiale, trig, on fait le final scoring, puis c'est terminé. Il n'y a plus là, d'histoire, c'est très vite. Le final scoring est beaucoup plus classique, je devrais dire, où chaque région score une fois, sans les support checks évidemment procurés par la carte. On fait juste vraiment regarder les régions puis les scorer, présence, domination, contrôle, puis bonsoir la visite une fois qu'on a fini. Fait qu'il n'y a plus d'histoire comme dans Europe in Turmoil 1, là, où est-ce qu'il y avait la façon simple de régler la Première Guerre mondiale avec un jet de dés opposé, puis d'attitude, puis la façon plus compliquée avec les cartes de mobilisation en fonction de l'état des scoring régions, puis tout le kit. Là, il y a plus ça maintenant. Là. Fait que quand on arrive là, tant qu'être sur le sujet, quand on arrive dans le final scoring, c'est là qu'on va comparer la modération des deux joueurs. Ça, c'est important à tabarnak, écoutez attentivement. On va comparer la modération des deux joueurs. Fait que dans ce cas-là, c'est 12 de modération pour la droite, 7 de modération pour la gauche. Fait qu'il y a une différence de 5. Le joueur de gauche reçoit à ce moment-là 5 marqueurs de sanction. Puis il est pénalisé de 2 VP par marqueur de sanction. En fait, à la fin de la game, après le final scoring, que ce soit avec la guerre ou parce qu'on est rendu à la fin du tour 10, cette comparaison-là est faite. Le nombre de marqueurs de sanction et puis de claques ses fesses est donné au joueur le moins modéré à ce moment-là, qui est blâmé, vous l'aurez deviné, pour toutes sortes d'affaires. Il se retrouve avec un marqueur de sanction égal à la différence. Puis là, chaque joueur va perdre 2 VP par marqueur de sanction. Là, vous me dites, ben Chris, il n'y a rien qu'un joueur à ce moment-là qui a des marqueurs de sanction, mais surtout vers la fin, il y a des événements qui peuvent donner des marqueurs de sanction à un joueur ou à un autre. Fait que dans ce cas-là, oui, le joueur de gauche mériterait 5 claques ses fesses puis 5 marqueurs de sanction, mais c'est pas impossible que le joueur de droite ait 2 marqueurs de sanction, par exemple, qui sont venus via des événements. Fait qu'à ce moment-là, vous aurez deviné qu'on fait le delta entre les deux. Ça donne 3 marqueurs de sanction au total. Puis là, ça peut être suffisant. Chris, 3 fois 2 VP, quand même, c'est 6 VP. Tabarnak, ça peut faire la différence même après le final scoring. Au niveau il y a aussi une innovation subtile, là, mais tu sais, bon, on joue 7 cartes. On joue 7 cartes pendant les 4 premiers tours, là, qu'on appelle les années folles, essentiellement, là, les Roaring Twenties. Puis pendant ce temps-là, il n'y a que la France, l'Allemagne et l'Italie qui ont leur scoring card dans le deck. Puis il va y avoir un reshuffle au début. Vous aurez presque plus de cartes, basé sur mon expérience. Vous aurez presque plus de cartes au début du tour 4. Fait qu'il va y avoir un reshuffle
au début du tour 4, puis là, il va rester des cartes des années folles dans le deck. Puis après, on tombe dans une période là, qu'on appelle évidemment la Grande Dépression, fait qu'on est plus en 1929. Là, à partir de là jusqu'à la fin, les joueurs se font distribuer 9 cartes puis jouent 8 cartes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce deck-là ne dure que 2 tours. Puis ça, c'est une première. D'habitude, je pense que TS, c'est 3, 3 puis 4. Puis c'est bien semblable pour les autres affaires, mais là, ça ne dure euh, que 2 tours. À ce moment-là, la carte de scoring du United Kingdom, du Royaume-Uni, arrive en jeu. Puis là, étant donné que vous ajoutez un paquet de cartes, la Great Depression, puis ça ne dure que 2 tours, vous n'aurez pas de reshuffle pendant ce temps-là. Là, vous allez arriver au tour 7 à l'apaisement. Là, vous ajoutez les cartes d'apaisement dans le deck, puis encore là, vous aurez, les cartes dans discard vont rester là parce que vous venez de recolisser un autre tas de cartes dans le draw deck. Puis là arrive la carte de scoring de la Little Entente, puis de l'Espagne. Puis à noter que la carte de scoring de l'Espagne, elle est one-shot après elle est remove from the game, même si l'Espagne va scorer une autre fois si on se rend au final scoring. Puis vous avez un autre reshuffle au tour 9. Ben là, vous allez finir par run et out de cartes, là, même après avoir ajouté Great Depression puis apaisement. Fait qu'au tour 9, vous devriez avoir un autre reshuffle. Puis après ça, ça se finit à la fin du tour 10 si ça s'est pas fini avant parce qu'un joueur a eu 20 de power. Puis la dernière patente, et non la moindre, là, préparez-vous, là, tombez pas en bas de votre chaise. Mais voici la chart de réarmement. Ça remplace là, Space Race, Tiananmen Square, euh, puis le Naval Race. Là, puis c'est calissement plus élaboré qu'avant, là, où est-ce qu'on avait 2 tracks, puis that's it, puis je monte, puis tu me rattrapes. Là. Fait que là, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près tous les pays et plus. Là. L'URSS est là comme tel. Là qui sont là, on a ce marqueur-là. Bon, ça reste que quand vous faites une tentative, fait que, une fois par tour, vous pouvez prendre une de vos cartes, vous ignorez l'événement, vous collissez ça sur la piste de réarmement. Mais là, maintenant, vous devez choisir quel pays vous voulez réarmer. Puis là, on passera pas à travers, mais il y a du stock en tabarnak. Là. Puis là, la tentative que vous faites, fait que là, si vous faites une tentative avec une de vos cartes, ce qui arrive jamais en passant, on se sert tout le temps de ça pour se débarrasser d'une carte horrible de l'adversaire. Si vous faites une tentative avec une de vos cartes, vous avez +1. Si vous faites une tentative sur un pays que cette icône-là est sur votre bord, vous avez +1 tel qu'indiqué. Fait que c'est la valeur de la carte après ça, plus un jet de dés, +1 si c'est votre propre carte, +1 si vous avez ça, puis votre cible, c'est le chiffre qui est ici. Puis là, c'est pas juste au niveau flavor, il y a des événements qui vont dire, là, c'est une case d'armée, c'est une case de naval, c'est une case de Air Force. Il y a des événements qui vont avoir, qui vont dealer avec ça. Puis là, encore là, on les checkera pas toutes, mais vous regardez, mettons, l'URSS. Ben, si vous arrivez ici, c'est écrit, vous placez euh, un point de support de gauche dans jusqu'à 2 spaces non coloniales qui contiennent des extrémistes de gauche. Fait que c'est sûr que le joueur de droite va jamais essayer d'avancer sur cette traque-là. Là. Il y a des pays qui sont fermement dans un camp. Bon, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de l'URSS. Il y a des pays qui sont fermement dans un camp, mais il y a des pays qui sont un petit peu plus guidounes. Fait que la France est plus gauche, mais par exemple, on voit le UK. Le premier joueur qui arrive ici peut faire une autre tentative de réarmement sur une autre track avec une carte différente. Fait que ça, c'est intéressant à la fois pour le joueur de gauche que pour le joueur de droite. Ici, c'est écrit placez 2 de vos points de support dans cette space-là. Encore là, vu que ça ne donne pas gauche ou droite, ça peut être intéressant pour les 2 joueurs. Si je m'essaye au UK, mais que je fail, je flippe quand même le marqueur du UK comme ça. En fait, que je fail ou que je réussisse, je flippe le marqueur du UK de ce côté-là. Fait que là, c'est moi le dernier qui a courtisé le UK. Fait que c'est plus tough dans ce cas-là pour le joueur de gauche de refaire un effort, un essai. Il n'y a plus le +1 parce que c'est moi le dernier qui s'est essayé de réarmer le UK. Fait que, extrêmement intriguant. C'est probablement le point sur lequel on va passer le plus de temps dans une prochaine vidéo parce que c'est la grosse nouveauté de cette patente-là. Puis quand une traque de réarmement d'un pays en particulier est rendue au bout, ben, comme l'indique ici, vous pouvez continuer de faire des essais, là, mais là, à ce moment-là, vous ne faites qu'augmenter la tension. Là. Fait que ça peut être une façon là, de faire grimper sérieusement le marqueur de tension. Puis il y a des tracks qui sont plus petites que d'autres. Puis la valeur des chiffres, vous allez dire 10, tabarnak de calice, comment tu vas avoir 10 avec une carte ce type un jet de dés?
Puis je vous rassure, là, les cartes valent entre 1 et 4 hops, là, la grande majorité. Là, mais bon, il y a des événements qui vous permettent d'avancer sur certaines affaires. Vous l'aurez deviné, là, les tracks sont extrêmement asymétriques. C'est comme l'Allemagne, c'est de l'ouvrage en hostie de passer les deux premiers speed bump, mais après ça, ça redescend. Puis les cadeaux sont crissement intéressants. Là. Je vois rien qu'aller voir parce que ça fait longtemps, là, mais quand on arrive au bout, je pense qu'il y a plus de chiffre cible. Là, tu sais, on défausse une carte et on augmente la tension automatiquement à 2 secondes. Bien fait de checker, parce que c'est pas ça tout. Fait que c'est quand le marqueur ici arrive là, quand il arrive dans cette boîte-là, en plus de faire l'effet qui est ici, vous augmentez la tension, puis à partir de ce moment-là, ce n'est plus possible consciemment de faire des essais pour augmenter, dans ce cas-là, la traque de l'URSS. Par contre, dans le cas où vous auriez un événement qui vous dirait avancer la piste de réarmement de l'URSS de 1, ben là, à ce moment-là, vous augmentez la tension à la place. Alors, voici comment ça marche. Fait que, encore là, juste un essai par tour, puis là, vous avez beaucoup de choses, mais en tout cas, il y a pas mal d'événements qui vont gosser avec cette patente-là. Le réarmement, c'était une grosse considération de l'entre-deux-guerres, là, sans surprise. Là. Fait que c'est pour ça que c'est probablement que l'auteur a donné une si grande place à cette patente-là. Là. Fait que ça fait le tour des différences entre les deux, entre le volume 1 si on veut, puis le volume 2. Puis de toute façon, je vais revenir sur chacun des changements parce que c'est sûr que dans ma critique du jeu, je vais principalement critiquer les nouvelles affaires parce que, bon, si vous êtes des habitués de la chaîne, vous savez déjà que Europe in Turmoil 1, j'aime beaucoup. Ces card-driven games-là à 2, j'aime beaucoup ça. Fait que je vais vraiment focusser mon prochain vidéo sur en quoi ces différences-là rendent le jeu plus ou moins agréable selon moi. C'est selon. Alors voilà, manquez pas la suite. À plus.